Il n'y a pas les gentils et les méchants. C'est-à-dire que les Africains ont fait de très mauvaises choses aussi. Est-ce que les victimes des Africains demandent réparation aux Africains? Ils doivent, si c'est le cas, il faut qu'ils le demandent. On va faire que ça. Non, donc c'est dire que vous êtes contre les réparations au peuple juif après la Shoah? Mais, bien sûr, mais réparation de quoi? Non, c'est pas réparation, c'est de récupérer les biens des Juifs. Non, oui, mais vous êtes contre. Mais réparation de quoi? Non, mais attendez, monsieur, ça veut dire que vous êtes contre les réparations après la Shoah? Mais réparation de quoi? Financière? Vous croyez que les Israéliens, ils ont envie d'argent? Non, mais pour l'immigration. Non, je ne suis pas pour l'immigration. Moi, je suis pour la remigration. Je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, je suis pour la remigration. Je comprends pas. Voilà. Moi, je suis pour la remigration. En tout cas, moi, je suis pour que les Africains restent dans leur pays, que les multinationales. Et ceux qui sont là, qui foutent la merde, on les renvoie aussi. Attendez, monsieur Attal. Les Africains restent dans leur pays. Bonjour à tous. Alors, pour cet nouvel épisode de la GAV, moi, vous n'allez pas me voir. Parce qu'on a choisi d'opposer deux personnes qui, apparemment, ont des idées diamétralement opposées. J'ai nommé Bruno Attal, policier, syndicaliste et candidat pour le parti d'Éric Zemmour Reconquête. Et en face de lui, on a Egouti Béhanzin, leader de la Ligue de défense nord-africaine, la LDNA, qui a été dissoute par le ministère de l'Intérieur, qui avait été connu pour avoir participé aux manifestations en soutien au comité Adama Traoré, qui avait intégré les locaux de Valeurs Actuelles illégalement, qui avait débattu aussi assez frontalement avec Jean Messia ou encore Geoffroy Lejeune. On les a mis ensemble, ou en face à face, pour discuter de plusieurs sujets, à savoir l'identité française, l'immigration, l'intégration, encore la France-Afrique. C'est un débat qui est, vous allez le voir, très intéressant et même surprenant à certains égards. Pour la GAV de Georges, Egouti Béhanzin contre Bruno Attal, c'est parti. Ce concept de réparation coloniale qui a tendance à s'immiscer un peu dans la vie publique française, notamment avec ce mouvement qui est apparu récemment, qui nous vient des universités américaines, qui s'appelle le mouvement décolonial. Est-ce que, selon vous, il faudrait que la France fasse acte de réparation envers l'Afrique et, de facto, envers les populations issues de l'Afrique en France? Est-ce qu'il faudrait avoir une politique de réparation coloniale? Est-ce que les liens compliqués entre la France et l'Afrique peuvent expliquer l'intégration un peu complexe et même, plus généralement, le communautarisme en France? Je vous donne la parole à Egouti. D'accord. Vous savez, pour moi, les réparations coloniales ne sont pas là, par exemple, pour réparer les crimes irréparables. Non, vous imaginez bien que on ne peut pas solder 1500 ans de barbarie, ou même 500 ans, ou même 2 ans de barbarie, de génocide. Ou même 7 siècles de... Attendez, ne coupez pas comme ça, laissez finir, et vous allez voir encore qu'on se met d'accord. Attendez, comme quand je dis 500 ans de colonisation française, ou les 1500 ans d'esclavage arabo-européen, etc. On ne peut pas réparer. Mais la réparation, on peut mettre en place des systèmes. Parce que vous savez, la mémoire est très importante. La mémoire est très importante et la souffrance des Noirs. Parce que moi, je ne me bats pas seulement pour l'Afrique. Je me bats pour le peuple noir, la dignité du peuple noir et pour l'Afrique. Pourquoi nous parlons de réparation? Parce que oui, dans notre manifeste politique, il y a le volet réparation. Nous disons que cette réparation peut permettre, par exemple, là où M. Bruno Attal ne veut plus d'immigration, parce que selon lui, il y a un grand remplacement avec l'immigration, je dis que cette réparation peut se faire et permettre à créer des choses qui empêcheront ces jeunes de quitter leur pays pour immigrer, qui feront en sorte qu'ils resteront chez eux. Parce que on prend par exemple la justice. Monsieur Attal est policier. Quand il attrape un cambrioleur, l'objectif, c'est de l'amener devant la justice, parce qu'il a été pris en flagrant délit. Quand la justice le condamne, qu'est-ce qui se passe? Ce cambrioleur doit réparer son délit ou son crime. On est d'accord? Alors, pourquoi
la France, c'est-à-dire pas les Français, parce que encore une fois, je tiens à distinguer, et je parle devant votre caméra en disant que quand on parle de la France, on parle de l'État, de la République, de l'entité, pas les simples populations françaises, d'ailleurs, qui augmentent sous Macron, la pauvreté sous Macron, plus de 11 millions de Français n'arrivent pas à faire leur repas par jour, il y a une pauvreté, mais inouïe dans ce pays, pas ces Français-là. Nous parlons de l'État. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Oui, l'État doit réparer les crimes. Parce que l'État bénéficie en utilisant le nom des Français pour aller coloniser. La colonisation n'a pas été inventée par l'extrême droite. Même si l'extrême droite est très... aime ça, est friand de la colonisation, défend des thèses, mais c'est Jules Ferry, c'est un gauchiste. Il faut dire cette vérité-là aussi aux gens. Bruno, quelle perception des réparations, selon vous? Mais on va revenir encore sur mon sujet de prédilection, c'est-à-dire la victimisation. Moi, quand je croise un Allemand, je ne demande pas réparation. Moi, quand je croise une personne dont ses aïeux auraient commis des crimes et délits, je ne lui demande pas réparation. Je me construis. L'important, c'est de savoir que la France a commis des erreurs et qu'elle les a déclarées. Je crois que c'est Chirac, hein, pour l'esclavage, des choses comme ça. Donc voilà. Il y a même une loi qui est passée. Oui, il y a même une loi, voilà. Donc ça suffit à une personne. En plus, elle n'est pas comptable de la souffrance de ses aïeux. Donc au nom de quoi on devrait réparer? Parce que sinon, on va tourner en rond. Ce monde, il n'y a pas les gentils et les méchants. C'est-à-dire que les Africains ont fait de très mauvaises choses aussi. Est-ce que les victimes des Africains demandent réparation aux Africains? Ils doivent, si c'est le cas, il faut qu'ils le demandent. On va faire que ça. Non, donc c'est-à-dire que vous êtes contre les réparations au peuple juif après la Shoah? Mais, bien sûr, mais réparation de quoi? Vous êtes contre, alors? C'est pas réparation, c'est de récupérer les biens des Juifs. Oui, mais vous êtes contre. Mais réparation de quoi? Non, mais attendez, monsieur Attal, ça veut dire que vous êtes contre les réparations après la Shoah? Mais réparation de quoi? Financière? Vous croyez que les Israéliens, ils ont envie d'argent? Non, mais en fait, c'est ça, quand on parle de réparation, ce n'est pas seulement financière. On ne parle pas... Ce serait quelle forme de réparation? Déjà, les réparations, par exemple, nous, on se bat, par exemple, pour la restitution du patrimoine africain, les œuvres, les objets sacrés pillés, par exemple, lors de la colonisation. Des tableaux, des objets, comme pendant quand il y a eu les nazis ont volé des richesses, des tableaux aux Juifs qui ont été, certains sont rendus, continuent, etc. Vous êtes pour? Oui, d'accord. Oui, tout à fait, oui. C'est ce que nous disons. Les réparations, ça passe par là. Oui, mais la réparation n'est pas... Vous vous exprimez très mal, parce que je suis désolé, mais vous demandez à n'importe qui vous connaît un peu, il pense qu'on sera toujours, nous, coupables de la colonisation, qui, encore une fois, pour moi, la colonisation... Qui, nous? Les Français, la France. Mais je vous explique que les Français ne sont pas, ce n'est pas les Français, c'est l'État. Mais on n'a pas la prétention... Vous soutenez les crimes, comment dire, les actions que mène l'État sur le continent africain, la France-Afrique. J'espère qu'on va l'aborder. Mais vous pouvez pas demander à la France de s'ingérer dans les problèmes africains. Moi, je n'ai jamais demandé. Et vous leur dites que c'est des colonisateurs. Je n'ai jamais demandé. Vous savez, on est contre cela. On a appris que la démocratie, ça ne se donne pas, ça se prend. Et donc, c'est au peuple africain de s'autodéterminer. Parce que vous pensez que les peuples africains ne veulent pas prendre leur liberté? Et pourquoi ils ne la prennent pas alors? À votre avis? Dites-moi vous. Est-ce que on a un passage sur le. Voilà. Non, mais c'est plus généralement. Vous pouvez pas mettre ça sur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est pour les réparations parce que ça permet de reconnaître les crimes imprescriptibles contre l'humanité. Par exemple, si vous prenez Haïti, Haïti a été colonisé. L'État d'Haïti aujourd'hui, c'est une partie, c'est la responsabilité de la France. Vous prenez Haïti aujourd'hui. Combien Haïti a donné pour avoir mené une révolution, pour avoir gagné sa révolution? Parce qu'il a dit, une indépendance, ça se prend. C'est ce qu'il a dit, M. Attal. Haïti a pris son indépendance. Alors pourquoi la France, l'entité française, n'a pas laissé le peuple haïtien garder leur indépendance? Pourquoi il a fallu que la France impose un dédommagement, une réparation au peuple haïtien pour rembourser la France? Aujourd'hui, que la France ne peut pas rembourser, c'est chiffré à des milliards. Vous voyez? Donc si vous parlez en disant que l'indépendance, ça s'arrache, les Français, les Haïtiens ont arraché leur indépendance et pourtant on a imposé que les Haïtiens remboursent
l'indépendance qu'ils ont gagnée parce qu'ils ont chassé des esclavagistes. Non, attendez, monsieur Attal. Vous prenez aujourd'hui le crédit agricole, fondé sous Napoléon. Mais qu'est-ce qui a fait la richesse du crédit agricole? Une partie de la Tour Eiffel a été... Ce serait un débat très intéressant, mais sur Haïti, ça reste très localisé. Plus généralement, Bruno Attal... Vous y perdez, c'est du perdant-perdant. Mais non, parce que, vous dites que non, il ne faut pas de réparation, mais quand les Haïtiens arrachent leur indépendance, on impose une réparation aux Haïtiens. Donc ça n'a pas de sens. Alors vous dénoncez cela ou pas? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, monsieur Attal, je vous demande juste une chose. Non, mais je connais pas regardez la caméra. Non, mais regardez la caméra et dites que nous demandons au gouvernement français de rembourser l'argent récupéré au peuple haïtien. Peut-être que monsieur Attal ne connaît pas le dossier. D'abord, d'accord. Moi, j'ai l'humilité de dire quand je ne connais pas un dossier, je le connais pas, donc je ne vais pas demander des choses que je ne connais pas. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est votre discours, encore une fois, victimaire. Je ne peux pas être victimaire parce que victimaire, ce n'est pas le mot qu'il faut. Il faut utiliser un autre terme. Vous ne faites pas avancer. Aujourd'hui, la France... Ça, c'est votre vérité à vous. C'est peut-être la vraie. Mais la France donne des milliards à l'Afrique. C'est faux. La France... C'est faux, monsieur Attal. Vous ne maîtrisez pas ce dossier. Attendez. L'Afrique, encore une fois... Vous ne maîtrisez pas ce dossier. C'est simple. Nous, en 1789, on a fait la révolution. Nous, quand ça n'allait pas, on s'est... On n'est plus en 1789. C'est vous-même qui dites qu'il ne faut pas être dans le passé. Alors parlons du présent. Le problème, c'est que vous devriez avoir votre 1789 depuis longtemps. 1791 jusqu'à 1806. N'arrêtez pas de me couper. Haïti a fait une révolution. Laissons finir. Non, mais parce qu'il me parle de révolution, mais la révolution n'a pas commencé en France. C'est-à-dire que le peuple noir a fait déjà sa révolution avant la France. Vous n'avez aucun pays africain qui est démocratique. Vous n'avez aucun pays... Quel pays? Laisse-moi finir. Vous, quand vous êtes ici, moi, on insulte ou on critique la France ou le peuple français. Mais les vraies souffrances, elles sont où? Les vraies souffrances, elles sont où? Elles sont en Afrique. Pourquoi les gens comme vous ne sont pas plutôt là-bas pour aller aider le peuple africain qui est dans la misère? Vous ne savez pas ce qu'on fait, alors. Attendez. Non, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous venez ici, nous demander repentance. Laissez-moi finir. Vous nous demandez de faire repentance toute la journée. Non. Il y a des combats bien plus nobles là-bas. Laissons finir M. Attal et on verra. Il y a des combats bien plus nobles là-bas. Au niveau... Encore une fois, le peuple français, franchement, c'est le plus beau peuple du monde. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les Français... La France est un beau pays. Non, mais le peuple français, comme je vous dis, c'est très marrant. C'est-à-dire qu'on critique la France, mais tout le monde veut y venir. Mais alors, c'est ça qui est bizarre. Quand Mélenchon critique la France, vous lui dites de quitter la France, d'aller ailleurs, ou c'est parce que je suis noir que j'ai pas le droit de critiquer la France? Je critique la France parce que, comme je vous dis, attendez, je critique la France parce que je veux... Vous faites que ça. Parce que s'il y a des choses... S'il y a des choses qui sont pas bien, je critique parce que je veux que ça change. Mais Mélenchon a une haine de la France. Mélenchon a une haine de la France. Je vais vous dire une chose. Vous aimerez peut-être que je vous dise oui, que je vais quitter. Bah non, si ça ne va pas, je change et nous allons tous y vivre dedans. Je n'ai pas compris. Moi, je dis de partir si vous n'êtes pas content. Si je ne suis pas content, bah moi, je vous dis non. Nous allons changer ce qui ne va pas. Et nous allons tous vivre ensemble. Donc en gros, tout ce que vous n'avez pas réussi en Afrique, vous voulez le réussir chez nous? Mais pourquoi vous me parlez tout le temps de ce que je n'ai pas réussi en Afrique? Non, je parle des Africains, je ne parle pas de vous Non, mais voilà le problème. C'est tout ce que vous n'avez pas réussi. Moi, je ne parle pas au nom des Africains. Non, monsieur Attal, il faut que ça soit clair. Non, je ne suis pas président des Africains, ni président des Noirs. Si la société la plus aboutie, vous avez la plus de démocratie, tout ça, même si on en perd de plus en plus, sous Macron, là, je peux être d'accord avec vous, c'est quand même notre société à nous. Et donc, c'est vous qui voulez venir dans notre société pour nous dire, je vais vous la changer. Mais attendez, mais moi, je ne vous ai pas dit que je veux changer votre société. Si, vous dites, vous l'allez... Non, j'ai dit les choses... Et pour Mélenchon, c'est comme là, par exemple, vous êtes policier, vous avez dit, s'il y a des choses qui ne vont pas, vous êtes là en tant que policier pour faire en sorte que ça aille mieux. Je n'ai pas dit que je veux changer la société. Je n'ai pas cette prétention-là de dire, je vais changer telle personne. Mais s'il y a de l'injustice, votre vérité à vous n'est pas forcément ma vérité. Ma vérité à moi n'est pas forcément votre vérité. Qui pille les richesses de l'Afrique? Alors, mais on va... C'est vrai que c'est une très bonne question, puisque je me permets d'entrer dans 1% des Africains qui pillent 90%. On rentre dans ce débat ou pas? Non, mais on va rentrer dans ce débat, mais je me permets de mettre en préambule des statistiques économiques qui sont connues sur l'Afrique, à savoir le premier pays investisseur dans l'Afrique qui pourrait être vu comme celui qui le déstabilise le plus, c'est la Chine. Ensuite, on va retrouver l'Inde. Ensuite, on va retrouver l'Angleterre. Et ensuite, en quatrième position, la France. C'est parce que la France a dégringolé. Non, c'est parce que la France a dégringolé, parce qu'elle perd des parts de marché. Peut-être. Mais je me fais peut-être l'avocat du diable. Oui, mais regardez Western Union. C'est le tout. Non, mais vous ne maîtrisez pas ce dossier. Je pense que lui, il maîtrise. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Allez, viens ici, je vais là. Non, mais je vais me permettre de me faire l'avocat du diable, à savoir...
est-ce qu'on peut mettre une grande partie de la faute sur la France, à savoir qu'actuellement, la France n'est plus tant investisseur quand en on Afrique. rentre dans ce débat, vous aurez mon avis là-dessus. Mais Quand tu me dis, on rentre dedans. Alors, de un, moi, je ne dirais pas qu'on doit mettre toute la responsabilité sur la France. Non, moi, je ne peux pas, c'est-à-dire, je ne dirais pas cela. Alors, puisque M. Attal ne maîtrise pas, on peut... Le problème... C'est pas un fait. Hein. Non, mais attendez, le problème... Moi, je dis que vous ne maîtrisez pas le problème français. Le problème de beaucoup, par exemple, de politiciens ou des gens de l'extrême droite en France, j'ai remarqué, c'est qu'ils ne maîtrisent pas la politique extérieure, la géopolitique extérieure au niveau de l'Afrique. Et donc, souvent, ils sont dans des... Ils essayent de dire tout et n'importe quoi. Alors, vous avez commencé à dire... Vous savez tout, alors. Non, mais il y a des sujets que je ne maîtrise pas. Je vous dis, monsieur Bruno, que je ne maîtrise pas. Mais sur le cas de la France-Afrique, je peux vous garantir mais moi, sur que la France-Afrique, c'est beaucoup plus simple que vous dites. C'est-à-dire que l'Afrique a toutes les richesses. Oui, mais attendez, par exemple, on va juste écouter la perception de Bruno et on verra la réponse. Il se passe quoi? C'est soit, effectivement, il y a la colonisation et on prend les richesses, d'accord? Donc ça, vous étiez contre, on est d'accord? Oui. Plutôt quelque chose de pas très bien. Oui. Et ensuite, il y a, on pactise avec quoi? Avec les dictateurs laisse-moi finir. Et donc ces dictateurs-là, c'est eux qui assouvissent leur peuple, c'est eux ou tous ces pays africains où il y a la misère, alors que eux vivent et mangent avec une cuillère en argent dans la bouche. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est à vous, peuple africain, de faire votre révolution, d'avoir le premier démocratique. Oui, mais voilà, mais après, alors, monsieur Attal, on peut pas être responsable de ça. Si demain Total ou Areva a besoin d'uranium, elle va négocier avec qui? Avec le représentant. Alors, monsieur Attal, alors si on y va, on est des colonisateurs, et si on n'y va pas, on est coupable de négocier. Pourquoi vous Je parle de la France, êtes pas au gouvernement? Mais on ne parle pas des Français. Patience. Oui, mais moi, je parle de l'État. Vous incluez les Français. Oui, mais les Français ils votent. Vous savez, moi, je suis anti-Macron, mais les Français ont voté pour Macron, je suis républicain. Les Français votent, mais les politiques ensuite font tout et n'importe quoi au nom des Français. Mais ça ne veut pas... Il y a des Français... Moi, je parle avec beaucoup de Français. Beaucoup de Français me soutiennent. Évidemment, on est plutôt d'accord qu'on ne savent même pas des choses que font les gouvernements français au nom du peuple français en Afrique, sur le continent africain. Alors, vous avez parlé d'aide. Par exemple, sur les problématiques, parce qu'on a beaucoup ce discours, cette propagande, encore une fois, balancée par l'État français, ou cette légende qui dit que la France aide beaucoup les Africains à coups de millions. Alors, déjà, je vais essayer de démonter très rapidement parce que je sais qu'on n'a pas le temps. Comment un petit pays peut aider un continent où on peut rentrer l'Europe dedans, on rentre l'Amérique, on rentre l'Asie dedans. Comment un petit pays peut aider déjà l'Afrique? De un. Sur les millions d'euros dont parle M. Attal, il faut savoir que, par exemple, on prend juste le problématique du franc CFA. Le franc CFA, le dépôt garant où le franc CFA est fabriqué, c'est la Banque de France qui est garant avec le trésor public du franc CFA, utilisé dans 15 pays africains. La monnaie qui est le franc CFA appartient à l'État français, à la Banque de France. Si vous prenez le franc CFA, 50% des avoirs des 15 pays africains sont déposés à la Banque de France. Ça veut dire que l'État français fait main basse chaque année sur plus de 500 millions d'euros, d'accord, appartenant à 15 pays africains qui sont disposés à la Banque de France, que Bercy utilise pour développer et faire ce qu'elle veut. Quand les pays africains veulent, par exemple, prêter 10 millions d'euros de leur propre argent, pourtant déposé, que la France, le gouvernement français impose à ces pays de laisser à la Banque de France. Le gouvernement français dit non, on ne vous prête pas 10 millions d'euros, non, on ne vous donne pas 10 millions d'euros, nous allons vous prêter 10 millions d'euros, pourtant c'est votre argent, monsieur Attal. C'est comme si vous venez, je vous impose que sur 100 euros dans votre poche, vous me laissez chaque année 50 euros dans ma poche. Et quand vous venez, vous me dites, je te donne 50 euros chaque mois. Je veux que vous me donnez 25 euros dessus. Vous me dites, non, monsieur Attal, j'ai fini. Vous me dites, non, je vais te prêter les 25 euros avec intérêt. Donc, quand la France dit donner des millions d'aides aux pays africains, elle ne donne pas en réalité. C'est l'argent des pays africains que le gouvernement français, je précise,
impose, récupère aux pays africains, c'est cet argent-là que la France redonne aux pays africains. Et ces aides-là, où vont ces aides? Quand on voit que la plupart de ces pays, comme je dis, je suis désolé, ce ne sont pas des présidents qui dirigent ces pays, ce sont des gardiens de camps de concentration. Ces États-là, aujourd'hui, c'est des camps de concentration à l'échelle continentale. À la tête de ces pays, ces mauvais dictateurs qui dirigent ces pays, ces commandeurs de plantation, qui maintiennent... Un mauvais dictateur, c'est pas terrible. Mais qui les maintiennent là-bas à la tête, c'est encore une fois la France-Afrique, c'est l'État français. Parce que l'État français a besoin de tout un système, donc il met... Je vais vous dire une chose, c'est quoi monsieur. votre solution, alors, du coup? Parce que si on part j'aimerais avec Bruno, est-ce que vous avez une réponse à apporter sur ce que je viens de dire? Alors, déjà, vous vous exprimez très mal, parce que l'image que vous renvoyez, c'est la haine des Français ou de la France. Alors, finalement, votre haine à vous, c'est tout ce système médiatico-politique qui assouvit l'Afrique, d'après vous. Mais encore une fois, moi je quelle haine j'envoie des Français? Non, mais c'est l'image que vous avez renvoyée, alors qu'aujourd'hui, je suis plutôt content de vous rencontrer, parce que moi, je pense que c'est l'image qu'on m'a donnée. Oui, mais après que la propagande que nos politiques, de l'oppression impérialiste m'ont donné. Que nos politiques se comportent mal, et moi je dénonce toute la journée, que ce soit M. Macron, M. Darmanin, M. Véran, voilà, c'est des choses que je... Moussa Darmanin. Non, moi il s'appelle... Non, moi je joue pas du tout avec ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un sous-entendu raciste que je n'aime pas, il s'appelle... Voilà. Non, il s'appelle Monsieur Moussa. Non, il s'appelle Monsieur... Non, c'est son deuxième prénom. Moi, je vous donne pas mon deuxième prénom. D'accord. Donc voilà, moi c'est pas des trucs qui m'amusent. Moi justement, je préfère être dans l'affrontement du verbe que il n'y a pas de souci. Racisme. Mais encore une fois, je reviens vers vous, il n'y a que le peuple africain qui peut s'émanciper de ça. Mais c'est ce que je vous dis, que le peuple africain veut. Mais il y a un système France-Afrique que vous ne maîtrisez pas, qui empêche... Mais c'est ça. Moi, je me souviens que Mitterrand avait envoyé son fils qui s'occupait de la Centrafrique. Et je sais mais quoi, la Centrafrique? Alors, vous prenez de la Centrafrique. Où est le cas de la Centrafrique? Vous savez que le gouvernement français a pris monsieur, je crois qu'il s'appelle Dacos. Il a été pris en pyjama ici à Paris par l'armée française quand ils ont fait tomber le président en Centrafrique. L'État français a pris ce monsieur en pyjama avec l'avion de l'armée française. Ils l'ont ramené en Centrafrique, ils l'ont fait président. Depuis Paris, ils l'ont pris en pyjama. Ça veut dire qu'il y a tout un cycle. Vous prenez Giscard. Qu'est-ce que Giscard faisait en Centrafrique? Giscard prenait les diamants, l'or, et prenait même la femme de Bokassa. On va bien s'entendre. Tous ces Africains qui sont en France, et moi je dis qu'il y a trop d'Africains en France, vous voyez, tous ces Africains à qui on a donné la culture, ou on a donné, comme vous avez une certaine culture, même historique, vous avez... Ah, merci, je vous remercie. Oui, mais bien sûr, vous êtes je pense même que vous êtes un brave type. Moi, je pensais qu'on avait fighté, et pas du tout. Et donc, moi, ce que je vous propose, et là, on va peut-être être d'accord, c'est de dire à tous ces Africains, ou ces Français d'origine africaine qui aiment tant que ça l'Afrique, de retourner là-bas et d'essayer justement d'émanciper ce peuple. Parce que c'est vrai que tout le monde, tous les Africains ici... Et vous, non, excusez-moi, et vous, ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, c'est que vous voulez venir ici pour changer un système qui marche. Il ne faut pas me dire que nous voulons venir ici. Non, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, je dis, je ne suis pas pour l'immigration. Non, je ne suis pas pour l'immigration. Moi, je suis pour la remigration. Je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, je suis pour la remigration. Je comprends pas. Voilà. Moi, je suis pour la remigration. Il nous reste très peu de temps pour ce débat. En tout cas, moi, je suis pour que les Africains restent dans leur pays, que les multinationales... Et ceux qui sont là, qui foutent la merde, on les renvoie aussi. Attendez, monsieur Attal. Les Africains restent dans leur pays. Les multinationales françaises, les Français qui sont là-bas, qui pillent chacun chez soi. Mais si on applique le chacun chez soi... Non, c'est pas du chacun chez soi. Ce qu'il faut, c'est que le nombre fasse qu'on ne soit pas remplacé. Les Africains veulent vivre dignement sur leur terre. Vous savez que 95% de l'immigration africaine, ce n'est pas vers l'Europe. 95% des personnes qui migrent en Afrique vont dans les pays voisins en Afrique. Seuls 5% partent peut-être pour l'Europe ou l'Occident. Donc vous voyez ça, nous on veut qu'ils restent en Afrique. Mais pour cela, on ne peut pas dire à ces personnes restez chez vous quand on voit que le gouvernement français... Il faut s'émanciper. Mais pour s'émanciper, il faut combattre cela. Mais l'État français, et c'est là où... C'est un vrai Français, il a le béret, il coupe la parole, il gueule, il n'a plus que la baguette et le litron de rouge. J'aurais une dernière question, assez rapidement, si vous le voulez bien. Récemment, vendredi dernier, la police marocaine a tué 26 ou 28 personnes, on n'est pas tellement sûr, des migrants.
ce qui renvoie plus généralement à ce qu'on pourrait appeler un racisme intercommunautaire qu'on peut avoir en France. On a eu certaines vidéos qui étaient sorties où il y avait des insultes racistes. Je ne sais pas si vous avez vu, Monsieur Béhanzin. On a pris la parole. Que penser de ce racisme intercommunautaire? Est-ce qu'on le cache? Est-ce qu'il existe? Est-ce que c'est un danger? Je donne la parole à Bruno qui s'est un peu moins exprimé. Oui, mais je ne vois pas où tu veux en venir. C'est-à-dire, quel rapport avec les Marocains qui ont tiré sur... Parce que beaucoup de gens ont dit que c'était du C'est fait... au Maghreb. Ouais, voilà, c'est que... Il y a mais de toute façon, une forme de racisme au Maghreb. Il y a du racisme partout. C'est pour ça que je dis que la France est vraiment le pays le moins raciste du monde. Alors, on a peut-être chacun... Mais vraiment, moi, j'ai beaucoup voyagé. Et je peux vous dire... Je voyage beaucoup. Moi qui aime bien la Thaïlande, en Thaïlande... Vous aimez quoi là, en Thaïlande? J'espère que c'est pas la même chose. Écoutez, 90% de la Thaïlande, c'est du tourisme sexuel. Moi, c'est Koh Samui, et c'est pas un truc qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur culture, parce que justement, ils vivent au jour le jour. Exactement. Et d'ailleurs, c'est méprisant pour les Thaïlandais, parce que non, mais c'est dégueulasse de dire la Thaïlande, c'est toujours le tourisme sexuel dans la Thaïlande. C'est un pays qui est merveilleux. Vous pouvez y vivre, et voilà, c'est un pays que j'adore. Et en Thaïlande, vous avez une loi, par exemple, qui dit vous n'avez pas le droit d'être propriétaire de votre maison. Vous n'avez pas le droit d'avoir une affaire, d'être chef d'entreprise. Oui. C'est un réel racisme. Même en Suisse aussi. Non, mais c'est un réel racisme. Et c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez... Non, c'est pas ça. Mais si, c'est du racisme. On vous dit, comme tu n'es pas thaïlandais, tu n'as pas le droit de posséder la terre thaïlandaise. C'est quoi la définition du racisme, monsieur Attal? La définition du racisme, elle a changé. Non, c'est vous qui l'avez changé. Pas du tout, vous regardez le DICO. utiliser les mots. Non, le racisme, ça parle d'abord, c'est la hiérarchisation des races. Qui a théorisé ça? Voilà. Vous connaissez? Comment c'est ça? En français? Qui a théorisé l'hiérarchisation des races? Alors, je vais vous dire, c'est Gobineau. Ouais. Et laisse-moi finir. Qui a inspiré, par exemple, les Hitler, etc. Est-ce que vous connaissez la nouvelle définition du racisme qui est dans le DICO? Mais c'est pas parce que le DICO dit quelque chose parce que c'est ça. Le français, laisse-moi finir. Le français est une langue vivante. Et le racisme, c'est aussi la détestation de certains individus. Oui. C'est ça aussi le racisme. Oui, exactement. Et donc voilà. Donc, quand vous allez en Thaïlande, Thaïlandais, ce n'est pas du racisme, c'est de la xénophobie. Non, la xénophobie, ça serait la peur. C'est pas une peur, c'est tout simplement on donne moins de droits à des gens qu'à d'autres. Voilà. Mais c'est pas lié à la couleur de peau. Non, c'est la nationalité. C'est la nationalité. Voilà, donc c'est pas du racisme, la nationalité. C'est une sorte de détestation de l'autre, c'est une sorte de hiérarchisation. En Suisse, ça se fait. Par exemple, je peux pas être chef d'entreprise en 100% si je suis pas associé en Suisse, etc. Ça permet de ne pas, faire piller les richesses d'un pays, le fait que de s'associer, par exemple, avec un Français, ça permet de laisser une partie de l'économie, peut-être, qui se fera avec mon entreprise, de le laisser, par exemple, ici en France. Vous allez en Éthiopie, l'Éthiopie fait aujourd'hui deux chiffres de croissance, c'est-à-dire 10 à 14% de chiffre de croissance, parce qu'en Éthiopie, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas venir être chef d'entreprise si vous n'êtes pas associé en Éthiopien dans le pays. Je connais. C'est pour ça que je dis qu'il faut beaucoup voyager. Moi, j'invite tous les jeunes à aller voyager pour comprendre qu'on a le plus beau pays du monde, que quand on fait des petits selfies au Canada, aux États-Unis, en Australie ou en Thaïlande pour se dire regardez comment je suis heureux là-bas parce que je veux être un expat, mais au bout d'un moment on comprend que la France c'est vraiment le plus beau pays du monde. La France est malade et on doit la soigner. Non, mais justement en parlant de maladie, ce genre de mecs en général, quand ils sont à l'autre bout du monde, quand ils ont un petit bobo, ils font le retour en France pour aller se faire soigner gratos. Je peux vous dire, monsieur Attal, voilà, donc ce pays, sécurité sociale. Je peux vous dire tout moi-même. Je peux vous dire que en tout cas, j'ai l'impression qu'on peut être d'accord. La France, en tout cas de mon point de vue, c'est le plus beau pays du monde. C'est celui qui est le moins raciste du monde. Et la preuve qu'il n'est pas raciste, c'est que tout le monde veut y venir. Vous condamnez les actes qu'il y a eu là au Maroc ou pas? Il y a plus d'une centaine de réfugiés. Attendez, s'il y a des gens qui tirent illégitimement sur d'autres personnes, bien sûr je le condamne, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a des vidéos qui circulent aujourd'hui qui disent qu'ils ont attaqué. Mais tout ce qui est illégitime, je le condamne. Mais sauf que la mort de ces personnes. Moi, on connaît pas la France, c'est clair. Moi, une vidéo, je fais plus confiance aux vidéos. D'accord. Alors moi, je vais répondre. Écoutez, quand vous avez 3000 personnes qui vous foncent dessus, que vous leur dites d'arrêter... En France, il y a des fois 100 000 personnes qui foncent dessus, c'est pas pour autant que la police rafale... Non, mais ils mettent des coups de flashball et on leur reproche d'avoir crevé des yeux. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la violence, c'est violent. Oui, mais on ne tue pas... Si en France, on tue 100 personnes... Lors Mais c'est pour ça que je vous dis que la France est le plus beau pays du monde. Non, mais c'est pour ça que je vous dis encore que c'est la plus belle police du monde. Vous aimerez, mais on aura l'occasion. Alors, moi sur le cas, on va laisser répondre sur le cas de ce qui s'est passé au Maghreb. Je tiens tout de suite à dire que nous condamnons sévèrement et fermement ces massacres parce que c'est pas un drame, c'est un massacre. Parce que là, on le voit.
mais ça ne date pas de une semaine. Ce sont des choses qui existent un peu partout au Maghreb. Nous, on a déjà sauvé plusieurs femmes et enfants abandonnés, jetés dans le désert par la police dans les pays au Maghreb. Et donc, ce qui s'est passé au Maroc est aussi lié, par exemple, à la politique migratoire mise en place par l'Union européenne. Parce qu'il faut savoir que l'Union européenne finance, avec l'argent du contribuable européen, plus de 150 millions d'euros que l'Union européenne donne au royaume chérifien pour bloquer, pour mettre en place une politique migratoire très violente vis-à-vis des personnes. Et c'est là où nous disons que ce qui s'est passé au Maghreb, il y a aussi une négrophobie dedans. Parce que nous invitons, par exemple, le monde arabo-Maghreb, etc., parce qu'aujourd'hui, les pays du Maghreb et les pays arabes, il y a une négrophobie très féroce qui existe. C'est aussi parce qu'ils ne veulent pas prendre ces problématiques-là en charge pour déconstruire la négrophobie, déconstruire l'idée de supériorité qui anime la société maghrébine. En France, cela existe aussi. Moi, je suis le premier à le dénoncer. D'ailleurs, c'est pour cela que plein de personnes issues de la communauté maghrébine ne m'apprécient pas, parce qu'ils disent que je suis là pour diviser. Je dis, mais je ne peux pas diviser parce qu'on n'a jamais été unis. On divise quelque chose qui a été uni. Le fait de dénoncer, dire qu'il y a une culture de la négrophobie, du racisme qui existe dans la communauté maghrébine et dans le monde arabo-maghrébin. Il faut combattre cela, parce qu'aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé au Maroc. Et j'ai pris la parole, j'ai dit, si la même chose se serait passée à la frontière belge et de la France, les mêmes qui veulent justifier ou légitimer ce qui s'est passé là-bas, ce sont les mêmes qui diront « Ah là, vous voyez, ça s'est passé chez les Blancs, soyons ensemble pour les combattre » parce que pourquoi, quand c'est chez les Blancs, on doit être ensemble pour les combattre, mais quand c'est chez nous, quand c'est chez vous, on ne peut pas le dénoncer. Parce que ça aussi, c'est aussi la responsabilité des dirigeants africains qui traitent mal leur propre population. Parce que M. Attal parlait de droits de l'homme. Comment pouvez-vous parler de droits de l'homme dans un pays où vivre, c'est survivre ? Vous voyez, les gens ne connaissent même pas ce que c'est que le droit de l'homme. Les gens veulent juste manger, vivre. Donc quand on leur parle de droit de l'homme, ils ne connaissent pas. Mais en reconstruisant cette Afrique qui est déstructurée, qui est détruite aujourd'hui, où tout le monde pille, tout le monde déverse du terrorisme, etc. Une fois que ça fera nation, que la nation africaine sera reconstruite, je pense que oui, on peut maintenant parler de droits de l'homme où les droits de tout le monde seront respectés. Mais pour le moment, je vous dis, parler de droits de l'homme à des gens qui n'ont pas de quoi manger, c'est comme si vous prenez un bâton et vous tapez sur l'eau. Mais on va revenir, et encore une fois, vous savez, une personne qui traverse la Méditerranée pour venir chez nous et pour manger, pour donner à manger à sa famille et faire des Western Union, comme je vous dis, c'est pas eux les méchants. Oui. C'est pas eux, il y a aucune détestation vis-à-vis de ces populations, ce sont de réelles victimes d'abord. Et quand vous avez des gens comme Mélenchon, la France Insoumise, qui poussent ces gens-là à traverser l'océan, la mer, voilà. Donc en gros, c'est ces gens-là qui ont du sang sur les mains. Tous ces bateaux, ces associations qui les poussent à quitter ce pays, voilà, qui vont récupérer. Avant, les bateaux allaient, maintenant on les pousse à venir. Ce sont ces gens qui ont du sang sur les mains. Donc qu'il y ait une souffrance en Afrique et que forcément que ces gens, l'Eldorado, ça serait pour eux la France. Mais aujourd'hui, on est submergé. Deux, on n'y arrive plus. Donc, trois, effectivement, d'aider l'Afrique d'une autre façon. Et là, l'Afrique ne veut plus d'aide. Il ne faut plus aider l'Afrique. Il faut s'occuper des Français. Non, d'accord. Non, mais parce que vous, finalement, vous exprimez mal et l'image que vous renvoyez, c'est que vous détestez la France, alors que non, vous détestez l'État français ou l'État européen. Mais j'ai toujours dit. Oui, mais voilà. Et donc si effectivement, au sommet de l'État, il y a corrompus, corrompus, je sais pas, parce que je sais pas. Non, mais par contre, mais en Afrique, est convoqué au Mali pour des histoires de passeport. Le vrai problème, je pense que vous mettez la charrue avant les bœufs. Avant d'avoir un interlocuteur sain qui va pas piller les richesses de son propre pays, c'est-à-dire qu'en Afrique, on sait tous qu'il y a 1% de gens qui vivent dans l'opulence et 99 qui crèvent la dalle. Oui. Donc la bourgeoisie voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que ces 99% d'Africains, c'est à eux de s'autodéterminer, c'est à eux d'y aller. Et donc de nous mettre ça sur le dos, parce que effectivement, on va plutôt, si on a besoin de, comme je dis, d'uranium, on va à vous, à M. Attal, mais sur le dos de l'État, parce que c'est l'État a mis en système. Est-ce que vous savez, par exemple... Non, laissez-moi finir, parce que bizarrement, on est d'accord sur ce sujet. Bizarrement, on est d'accord sur ce sujet. Vous prenez par exemple le Tchad. Non, je laisserai pas finir. Les Tchadiens veulent manifester. Monsieur Attal, les Tchadiens veulent manifester. Écoutez, les Tchadiens veulent manifester. Dépose une manifestation pour dire on ne veut plus de l'armée française.
que l'armée française n'a qu'à retourner en France. Juste... L'ambassadeur français au Tchad a envoyé un message au président pour demander l'interdiction de cette manifestation. Est-ce que vous trouvez normal? Est-ce que vous êtes pour que l'armée française soit en Afrique ou plutôt en France? On va juste laisser finir ça dépend dans quelle situation et avec l'accord du peuple africain ou du peuple du pays. De Gaulle ne voulait pas des bases militaires américaines en France, vous savez ou pas? Vous êtes gaulliste, non? Pour finir, je sais pas cette prétention. Vous n'êtes pas gaulliste? Pour finir. Zemmour est gaulliste. Si, non, mais après, De Gaulle, on met tout et n'importe quoi. Donc voilà, et sur un sujet comme celui-là, vous allez me dire. Bref. Bon, moi, lui, il a eu le courage de dire non aux Américains, là où la plupart de vos dirigeants se couchent. Vous mettez la charrue avant les bœufs. D'abord, le peuple, les pays africains s'autodéterminent et récupèrent le pouvoir. Vous voyez, par exemple, le printemps arabe en Tunisie. Moi, j'ai eu bon espoir. Qui a financé non, mais moi, j'y croyais. Moi, j'y ai cru, il y a 20 ans. Voilà. Moi, j'y ai cru, je me suis dit, putain, ils vont être naïf. Enfin, oui, je suis naïf, effectivement. Et je me suis dit qu'ils vont s'autodéterminer. Et oui, et le premier truc qu'ils ont fait, ils ont été votés pour des islamistes. À chaque fois que vous donnez un bulletin de vote à un Africain, il va toujours voter soit pour des islamistes, soit pour des dictateurs. Non, c'est faux. Mais si. Les bulletins de vote, vous savez, ils arrivent d'où les bulletins de vote? C'est à vous de vous autoterminer. Je peux même transmettre les images. Alors, quand il y a des élections dans les 15 pays dirigés par l'État français, quand il y a des élections présidentielles, vous savez ce qui se passe? On bourre les urnes depuis Paris, on les transporte par les avions militaires de l'armée française et on vient les déposer dans les pays. Vous croyez que les peuples français ne veulent pas se battre? Non, mais au fait, quand il parle, M. Attal, c'est comme si les Africains, depuis 60 ans, ne veulent pas un changement. Mais ils le veulent. On appuie un système, la France-Afrique appuie cela. Et moi, je dis à un moment, tant qu'une partie de cette population aura aussi l'impression que sans peut-être les Européens qui n'arriveront pas... Est-ce qu'on va dire vive la France? On dit vive la France? Je vais conclure. Merci à vous deux d'avoir participé à ce débat qui était très étonnant à beaucoup d'égards. Est-ce que vous avez une phrase de conclusion que vous voulez dire? Je laisse M. Attal commencer. C'est lui le politique, il est plus malin. Il va avoir le mot de la fin, il est plus malin. Tout simplement, c'est que voilà, moi j'ai vu ces débats et je le trouvais tout de suite agressif, tout de suite. Mais c'est votre faute parce que vous exprimez mal en accusant le peuple français. Moi, je pensais que ça allait fighter. Vous êtes quelqu'un, je pense, de responsable. Il y a plein de choses où on n'est pas d'accord. Oui. Mais finalement, vous êtes beaucoup plus proche de nos idées, bizarrement. Ah bon? Oui, vous vous rendez pas compte. Vous êtes. Moi, je suis pour qu'une Afrique soit sereine, soit libre, puisse vivre dignement. Oui, bien sûr, oui, il n'y a aucun problème, ça ne pose aucun problème. Mais ça me fait plaisir de vous avoir rencontré et vous êtes cordialement invité. Donc, dans mon stage de légitime défense. Je serai là. Et après, on fait un bon barbecue avec du vin, Malheureusement, je ne bois pas, je ne fume pas. Parce que comme je vous ai dit, c'est mon mode de vie, je ne fume pas, je ne bois pas. D'accord, en tout cas, je serai cordialement invité. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, le mot de la fin, écoutez, je vous remercie de l'invitation parce que, vous savez, comme je dis souvent, les médias ont peur de nous inviter. Ils préfèrent peut-être nous diaboliser à distance, nous coller une étiquette parce que ça permet de faire peur aux Français, de dire « Ah, un suprémaciste noir, un extrémiste, etc. » Peut-être je suis extrémiste, mais je suis extrémiste de la vérité. Parce que la vérité est toujours extrémiste. Donc quand il y a des médias qui osent, qui ont le courage de nous inviter, je remercie votre courage, votre honnêteté. J'espère que, voilà, à la fin, le montage, ça ressortira comme ça a été, peut-être pas comme BFM, voilà, qui manipule les images. Donc aujourd'hui, vous voyez comment nous sommes que on n'est pas dans une haine du peuple français, le peuple d'en bas. Non, on est dans une lutte de justice, d'égalité contre le système. La France-Afrique, l'État français, le néocolonialisme, voilà, qui place des dictateurs à la tête des pays. Donc, s'il y a des Français qui souhaitent rejoindre notre lutte, je regarde la caméra et je vous invite à nous rejoindre. Avec nous, il n'y a pas de voix dans les urnes. On n'a rien à perdre, on n'a rien à défendre, parce que si l'Afrique est libérée, le peuple français sera libéré de cette dictature, de cette prise d'otage, de l'oligarchie, de ce gouvernement invisible qui pille, qui vous maltraite, qui tue vos parents dans les maisons de retraite, qui vous empoisonne avec des choses que vous ne voulez pas et qui s'attaque maintenant à vos enfants. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Oui.